la notice. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous. C'est l'heure du petit déjeuner politique de Damien Abad, qui est député de l'Ain, vice-président des Républicains et vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad. Bonjour Roger. En Marche a dévoilé une partie de sa liste, de Renaissance, sa liste hier avec Nathalie Loiseau, donc qui va la mener, qui va démissionner aujourd'hui. C'est une experte quand même, connaisseuse des sujets européens. Belle prise aussi avec Pascal Canfin, non, un écolo? Non, je crois pas. Non, d'abord, c'est une liste caméléon, très clairement, parce que vous avez quoi? Vous avez du rose avec Pascal Durand, vous avez du vert avec Pascal Canfin, vous avez effectivement Nathalie Loiseau, qui est plutôt de la matière grise, experte, mais pas vraiment politique, et surtout une liste caméléon, parce que c'est comme les reptiles, il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est ça qui m'inquiète dans cette liste. C'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans les 4 premiers, des gens qui pensent l'exact contraire, sur des sujets fondamentaux, celui de la politique agricole commune, celui de la question de la place de la viande bovine demain. Sur ces sujets-là, et sur d'autres encore, sur la question de l'immigration ou autre, on voit bien qu'il y a absence de conviction totale dans cette liste. Quand même, il y a beaucoup d'écologie dans cette campagne, et y compris, vous l'avez dit à l'instant, dans cette liste de La République En Marche, quoi. Oui, sauf chez les Républicains. Non, vous savez, on n'en parle pas. Mais l'écologie, ça doit transcender toutes les politiques publiques. L'écologie, ça appartient pas à un parti politique. L'écologie, c'est pas un casting. L'écologie, c'est l'écologie de l'enracinement. C'est celle qui développe les circuits courts. C'est celle qui développe une agriculture de qualité. C'est celle qui est capable de respecter l'environnement, le bien-être. Moi, je crois pas à l'écologie comme une idéologie. L'écologie, c'est une pratique et un état d'esprit de tous les jours. Et donc, oui, mais quand même, notre planète est menacée, on le sait. Bien sûr. Si, évidemment, après, on peut revenir sur les différentes hypothèses émises par les uns, par les autres. Mais ça, c'est incontestable. Vous savez, on peut faire l'écologie comme le président de la République, c'est-à-dire faire annoncer des objectifs, expliquer que finalement, on va mettre le monde entier sur des critères qui seront décidés par la France. Et l'écologie, comme nous, il nous semble important, c'est-à-dire d'agir au quotidien, dans la vie quotidienne des Français. Et c'est ça la grande différence. Et l'écologie, pour nous, les premiers écologistes, ce sont les agriculteurs. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour les agriculteurs qui doivent se sentir bien trahis, justement par la composition de cette liste, et notamment par la deuxième place de Pascal Canfin, qui est à l'exact inverse de ce que pense, je pense, le président des jeunes agriculteurs. Ouais. Donc on a ici un tissu de contradictions dans cette liste qui va très vite poser des problèmes. C'est bon pour vous, vous allez pouvoir les attaquer alors, là-dessus pendant toute cette campagne. Sauf qu'elle ne vous a pas désigné comme adversaire. Elle a dit l'adversaire, c'est le Rassemblement national. Ça aussi, c'est une confiscation de la démocratie. On se choisit ses adversaires. On veut faire un match entre le Front National et la République En Marche. On veut faire un match entre pour ou contre l'Europe. Et on nous explique parce que ce sont les 2 premiers au classement. Oui, enfin... vous êtes un peu loin. D'abord, nous remontons. Ensuite, je peux vous dire que François-Xavier Bellamy fait une excellente campagne, qui est très appréciée sur le terrain, qui fait aussi des très bonnes présences médiatiques, et que nous sommes capables de créer cette surprise-là. Les Français ne veulent pas qu'on leur vole le match. On nous avait tellement dit, très souvent, regardez chaque élection, à chaque fois les matchs et les jeux sont faits. Eh bien, je ne crois pas. Notre objectif, à nous, il est de montrer justement que le match, c'est pas être pour ou contre l'Europe, mais c'est d'avoir quelle Europe on veut. Oui, mais qu'est-ce qu'il défend de plus, François-Xavier Bellamy, que Nathalie Loiseau? Très concrètement, d'abord, nous défendons la double frontière. La frontière nationale et la frontière européenne. Nous en avons assez de cette Europe passoire. Nous voulons une Europe protection, où la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, et c'est aussi clairement des politiques d'immigration qui soient clairement définies. La deuxième chose, c'est aussi la protection en matière économique. Comment Madame Loiseau va défendre la protection économique alors qu'elle va siéger au groupe ALDE, c'est-à-dire le groupe des libéraux, qui sont pour le libre-échangisme à outrance, qui sont pour tous les accords de libre-échange qui ont été signés? Là aussi, il y a une contradiction majeure. Nous sommes clairs et cohérents sur nos convictions. C'est une liste du en même temps, quoi. Oui, c'est une liste du en même temps, et c'est même d'une liste quasiment du pire, parce que la réalité, c'est que ces contradictions vont se révéler au grand jour, et qu'on voit bien qu'on ne veut pas dévoiler la vérité. Cette campagne, elle va avoir pour but justement de montrer les vrais visages, de ce que pensent les gens de la liste, mais aussi les Français tout simplement. Nous, on est clair sur l'immigration, sur le terrorisme, sur la protection économique, sur les questions de réciprocité, sur le budget de la PAC, sont des sujets fondamentaux pour les Français. Une réforme à venir, celle de la fonction publique, avec aujourd'hui la présentation par Gérald Darmanin. Vous aviez, on s'en souvient, lors de la campagne avec les Républicains à l'époque, un objectif qui était la suppression de 500 000 postes en fait, de fonctionnaires, 300 000 à 500 000. Emmanuel Macron a été plus raisonnable, si je puis dire, 120 000. Est-ce qu'ils ont la bonne stratégie actuellement au gouvernement pour diminuer les postes? D'abord, il faut une volonté politique. Ils l'ont visiblement, non? Je sens pas cette volonté politique. En y allant progressivement, et plutôt que d'annoncer des chiffres comme vous à l'époque. Mais vous savez, moi je crois que la droite doit revoir aussi la manière dont elle aborde la fonction publique dans ce pays.
Je pense notamment à la fonction publique hospitalière, qui est une fonction publique en souffrance, sur lequel on ne doit pas entrer en disant on va supprimer tel ou tel poste, mais réfléchir à quel est l'avenir d'un hôpital de proximité demain, quel est le rôle d'un aide-soignant, d'une infirmière. Sur ces sujets-là, je pense effectivement qu'il faut que la droite renouvelle sa doctrine. La droite, elle est au pouvoir. Gérald Darmanin, Édouard Philippe, excusez-moi, mais ils viennent de la droite. Mais oui, sauf qu'ils ont trahi leurs convictions. Ils ont trahi leurs convictions et qu'aujourd'hui, très clairement, on le voit bien d'ailleurs, la liste européenne également, on a une politique de gauche sur beaucoup de sujets. Et puis au-delà de ça, surtout, on a une politique. La réalité, c'est quoi ? C'est que on annonce toujours des grandes réformes et à l'arrivée, ça accouche très souvent d'une souris. Et donc, on verra, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti également. Nous souhaitons tout simplement transformer le pays, transformer la France. Pas de faire des fonctionnaires des boucs émissaires, mais expliquer tout simplement, par exemple, que tout le monde doit travailler 35 heures dans ce pays. Alors les fonctionnaires ne travaillent pas assez, selon vous ? Vous avez vu ce rapport hier qui est tombé à pic, évidemment. Nous ne sommes pas dans la logique du bouc émissaire. Oui, mais je ne crois pas à la logique du bouc émissaire ou de montrer du droit. Simplement, il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, on a besoin d'égalité entre les Français. Et que donc personne ne comprend qu'il y a encore 300 000 fonctionnaires d'État qui travaillent moins de 35 heures dans ce pays. Surtout qu'on n'est pas dans des métiers qui sont forcément les plus en souffrance. Je parlais tout à l'heure de la fonction publique hospitalière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus difficile pour un aide-soignant d'assumer son rôle et ses tâches que pour quelqu'un qui se trouve dans un ministère et qui bénéficie par exemple d'un congé ministre. Oui, mais Damien Abad, il y a encore trop de fonctionnaires en France ? La question n'est pas trop, la question c'est la répartition. Je pense qu'il y a trop de fonctionnaires de bureaucratie et pas assez de fonctionnaires de proximité. Ce dont nous avons besoin, ce sont des assistants sociaux, ce sont des infirmiers, ce sont des policiers, ce sont des gendarmes et peut-être un peu moins besoin de gens dans les bureaux. Oui. Venons à une autre question d'actualité, c'est l'Algérie avec le chef de l'état-major qui a lâché Bouteflika en fait hier. Qu'est-ce que vous craignez avec ça ? Est-ce que vous craignez d'ailleurs ? Oui, la situation politique est très fragile en Algérie. Et il y a des risques qui sont importants. Moi, je veux saluer d'abord un risque de déstabilisation en Algérie, un risque de déstabilisation au-delà de l'Algérie sur les pays du Maghreb. Et puis aussi, n'oublions pas que la politique méditerranéenne est importante et que ça peut aussi impacter la France. Moi, je veux saluer la décision du chef des armées qui a eu ce courage-là de dire effectivement que quand on est inapte pour exercer une fonction, on doit en tirer toutes les conséquences. Je souhaite qu'on aille jusqu'au bout de cette procédure et que le peuple algérien soit entendu, respecté et écécouté. Oui, certains disent qu'il pourrait y avoir des conséquences aussi pour la France, évidemment, avec une fuite vers la France. Vous la redoutez aussi ou pas ? Oui, mais il ne s'agit pas non plus d'affoler tout le monde, simplement de dire qu'aujourd'hui, on a besoin de cette stabilité politique-là. Au-delà de l'Algérie, c'est toute la question de l'Afrique qui est posée. Nous sommes, aux Républicains, avec Guillaume Pelletier, par exemple, des rares à proposer un grand pacte Marshall, un plan Marshall pour l'Afrique. Parce que la manière dont nous gérerons justement les questions migratoires, elle se jouera aussi en Afrique. Et notre capacité à développer économiquement ce continent. Oui, on va évoquer les Gilets jaunes aussi d'un mot, qui réclament plus de présence sur le terrain. On a évoqué les services publics tout à l'heure. Est-ce qu'il faut revoir aussi ce maillage, justement, pour que les territoires, vous êtes un élu des territoires, dans l'Ain, est-ce qu'il y a, vous avez le sentiment qu'il y a une véritable désertion ou finalement tout est en train quand même de se remettre en place ? Il y a une fracture territoriale qui est réelle entre la France des grandes métropoles et la France dite périurbaine et rurale. Il y a effectivement une absence de services de proximité et des déserts en France. Je prends un exemple, le désert médical, c'est une réalité partagée par beaucoup de Français. Il y a aujourd'hui des Français en ville aussi, trouver des médecins généralistes. Mais il ne s'agit pas pour en nous ville aussi maintenant aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous d'opposer les uns aux autres. Il s'agit simplement de trouver les conditions de cet équilibre-là. Que ça soit sur l'enjeu du numérique, de la mobilité des transports, également de la santé. Sur ces enjeux-là, on doit effectivement apporter des réponses. Et l'une des revendications, d'ailleurs l'une des raisons de la naissance du mouvement des Gilets jaunes, n'oublions pas que c'est un mouvement territorial qui est né sur des ronds-points dans les territoires. C'est bien le symbole de cette fracture territoriale que nous avions avec Laurent Wauquiez et Christian Jacob dénoncé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il faut passer simplement du constat aux actes. Oui. Alors quelques actes concrets, par exemple. Est-ce qu'on devrait forcer les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux, que ce soit à la campagne ou en ville aussi, parce qu'il y a des endroits où ils ne veulent pas aller. En tout cas, on doit aller jusqu'au bout de la réflexion. Puisqu'il y a la loi santé qui est actuellement discutée. Et il y a 8 Français sur 10 qui le souhaitent. Et pourquoi ils le souhaitent ? Parce qu'ils ont des difficultés aujourd'hui à trouver des médecins généralistes. Simplement, moi, je ne suis pas pour l'obligation d'installation généralisée, mais une obligation d'installation qui serait faite dans un premier temps sur 2 ou 3 ans, au début, je pense... Une incitation, alors ? Non, pas une incitation. Une obligation sur les 2 ou 3 premières années à la sortie des études, pour tout simplement rendre ce que la société nous a donné et pour mieux répartir. Simplement, je dis que c'est pas la panacée non plus.
Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des zones surdotées. Et la vérité, c'est que peut-être à part la promenade des Anglais à Nice, on n'a pas de zone surdotée en France. Oui. Et que donc, moi, je ne suis pas dans la logique non plus de bouc émissaire. Il nous faut un plan global. Ce qui est sûr, c'est que le statu quo, il ne pourra pas durer longtemps. Oui, Damien Abad, que vous inspire cette affaire de chasse à l'homme des Roms en banlieue parisienne, mais également en région? Certains disent aussi que c'est une guerre des communautés. Oui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manière dont ça s'embrase sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manière dont les fake news se diffusent dans ce pays. Et je crois que chacun doit rendre des comptes. Moi, je suis très favorable. Les réseaux sociaux, c'est pas non plus une zone de non-droit. Ouais. C'est pas une zone où on peut dire n'importe quoi. On peut faire colporter des rumeurs en permanence, qui sont d'une gravité extrême. Et donc, moi, c'est-à-dire que ça existait auparavant, mais là, ça s'accélère, quoi. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je crois qu'il y a un droit de réponse qui doit être aussi fait par Facebook, par exemple, pour tous les frangés gens qui ont cru un certain nombre de choses. Donc, je crois que là, il y a un besoin vraiment de régulation parce qu'on voit bien, malheureusement, où c'est que ça nous emmène. Oui. Damien Abad, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, alors, est-ce que vous connaissez ce film? Regardez, j'ai changé votre tête. Damien veut changer le monde, qui est sorti au cinéma. Montrez-le effectivement sur la caméra je vous le montre, voilà. Alors, ça. vous qui êtes en situation de handicap, on sait que l'accessibilité concerne tout le monde. Est-ce que, justement, Damien va changer le monde ou est-ce que c'est une utopie? Ou est-ce qu'on peut changer les mentalités aujourd'hui sur le sujet du handicap? C'est vous, hein, je remercie Augustin d'ailleurs qui m'a fait un très joli montage. Je vous raconte en 20 secondes cette anecdote. J'ai des amis qui ont vu cette affiche dans le métro parisien et qui l'ont même envoyée en disant j'espère que ce sera une réalité et qu'on va changer le monde. Sur la question du handicap, c'est fondamental. Il faut changer le monde, il faut changer le regard, il faut changer l'approche. Il faut complètement décloisonner cette question-là. C'est pas le combat des personnes handicapées contre tous, c'est le combat de tous pour les personnes handicapées. Est-ce que Sophie Cluzel fait bien son travail? Écoutez, la secrétaire d'État je au ne veux handicap. pas que le handicap soit un objet de politique politicienne. Donc comptez pas sur moi pour la critiquer. Je dis simplement mais est-ce que c'est assez offensif? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a des insuffisances majeures qu'on n'a pas pris. La question, par exemple, de la scolarisation des enfants handicapés. J'ai reçu encore la semaine dernière des familles de parents autistes qui nous disent « mais je n'arrive pas à scolariser mes enfants, soit dans un cursus normal, soit dans des dispositifs hélices, et que parfois ils sont laissés à eux-mêmes ». C'est un enjeu de société majeur et je suis persuadé que dans les prochaines années, ça sera un enjeu fondamental parce qu'on ne peut pas laisser comme ça au bord de la rue et des enfants qui méritent tout simplement la scolarisation et un droit à une vie normale. Et une dignité surtout. Merci d'être avec nous. Et vous avez un invité surprise. Salut Monsieur Abad, ici c'est le contrôleur Régis Laspalès, fonctionnaire de moins de 35 heures de père en fils sur 10 générations. Alors selon le rapport remis à Darmanin, 3 fonctionnaires sur 10 travaillent en dessous du seuil légal. C'est normal ça, parce que si les 3 ils bossaient normalement, celui qui est mandaté pour faire son rapport, il serait payé à rien foutre. Alors voici ma question Damien, est-ce que tu penses pas que dans la fonction publique, comme chez les Républicains, si certains font rien, c'est surtout pour permettre aux autres de faire pas grand-chose? Vous savez, je pense qu'au contraire, c'est l'émulation et c'est le fait qu'on travaille plus qui encourage les autres à travailler. Après, s'il y en a qui veulent s'engager sur des causes, il y a ce qu'on appelle aussi les décharges syndicales, elles sont tout à fait possibles. Mais aujourd'hui, moi, je suis pour l'égalité. J'ai été président de département d'une collectivité et on est en capacité de mettre tout le monde aux 35 heures quand on a envie. Et croyez-moi que ça crée une meilleure ambiance. Bon, il y en a qui ont essayé de bosser plus, ils ont eu des problèmes. Hein, voilà. Et le travailler plus pour gagner plus est toujours d'actualité. Ah, c'est toujours d'actualité. Ça pourrait être un slogan, ça. Vous pouvez le reprendre de nouveau, non? Vous savez, on a face à nous... Nicolas revient, c'est ça? Non, parce que contrairement à En Marche, nous, on ne prend pas des têtes de liste qui ont été candidats il y a 30 ans, en 1989. On vous le dit, Damien veut changer le monde. Voilà. Damien Abad, député de l'Ain, vice-président des Républicains, vice-président aussi du groupe LR à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Ne bougez pas, il est 7h56, c'est le grand matin de Sud Radio jusqu'à 10h.